Donc nous sommes toujours dans le chapitre 3 et non 4, comme ça a été indiqué dans la vidéo précédente. Toutes mes excuses, c'est que cette année j'ai fondu ensemble le chapitre 2 et 3, donc, qui avant étaient distincts, à savoir la veille et la qualité de l'information. Pourquoi? Par manque de temps, mais aussi parce que vous avez abordé longuement avec Monsieur El-Kaïm en TD la qualité de l'information, et donc comme je vous l'avais déjà précisé, je vous le dis à nouveau, ce sera une partie intégrante du cours à connaître pour le partiel final, donc ne le négligez surtout pas, même si moi j'ai mis qu'une slide dessus, mais il y a toute la partie sur les sources de l'information qui est à considérer. Mais bref. Donc nous allons continuer le chapitre 3 qui présente les études qualitatives. Donc rappel du point très rapidement, il y aura 4 vidéos. La première correspond au grand 1, les objectifs de l'étude qualitative. C'est la vidéo précédente où on a longuement parlé du qualitatif, on l'a mis en dualité avec le quantitatif, on a étudié l'esprit humain comme un iceberg, on a fait le distinguo entre les opinions, les attitudes, les comportements et les motivations. Et donc nous allons continuer dans cette voie, puisque ça fonde l'intérêt des études qualitatives, en les présentant justement ces méthodes qualitatives. Donc déjà, on va distinguer les types d'entretien. On a les types d'entretien individuels, ce sera l'objet de notre vidéo du jour. Nous verrons dans la vidéo suivante les méthodes d'entretien en groupe, du groupe. Et enfin, dans une 4e et dernière vidéo pour clôturer le chapitre, nous verrons les techniques d'observation. Donc rassurez-vous, cette vidéo sera beaucoup plus courte normalement que la précédente qui était quand même assez longue. Mais que voulez-vous, au bout d'un moment, il faut bien apprendre un ou deux trucs, non? Donc les méthodes de l'étude qualitative. Ah bah dis donc si je commence comme ça. Donc en fait, ces méthodes, elles visent à capter les attitudes, les comportements et les motivations profondes des individus. Il manque un S, c'est honteux. Donc c'est tout à fait en ligne avec ce que je vous exposais précédemment. Je ne vais pas me répéter, c'est un simple rappel. Mais à ce titre, et ça c'est vraiment une grosse limite, ça peut expliquer aussi le fait qu'on en rencontre aussi peu, c'est qu'elle demande beaucoup de capacité d'interprétation des données recueillies. Et ça entraîne de la part des néophytes de forts risques d'erreur, et ça fait aussi peur à des gens qui ne sont pas formés à ces études, même de loin, sans en être des experts à même de les conduire. Ça les éloigne complètement de ce type de méthodologie parce qu'ils ont un présupposé très négatif qui consiste à croire que du coup ce ne sont que des données subjectives et qu'on ne peut rien en tirer. Et ça explique potentiellement le surdimensionnement et la surutilisation des études quantitatives qui ont toute leur place au sein des ERC, en marketing, dans le commerce, en politique, en sciences de manière générale, mais qui occulte trop souvent le qualitatif, qui a vraiment des attributs et des qualités qui lui sont propres, et il est dommageable de se priver d'autant de qualités sous prétexte qu'on n'a qu'une première impression positive envers du quantitatif. Sous prétexte que ce serait chiffré, c'est forcément plus objectif. Je pense vous avoir fait une démonstration avec les résultats du sondage Conspiracy Watch, que c'est pas sous prétexte que c'est chiffré, que c'est objectif. On peut tout autant transformer des données objectives, des données chiffrées que discursives, par un prisme interprétatif en des données subjectives. Voilà, clairement. Donc généralement, pour toutes ces raisons, les études qualitatives sont menées par des professionnels soit issus du champ psychologique, soit issus du champ sociologique. Alors s'agissant de l'échantillonnage, ça va être vraiment un point de différence très important avec les études quantitatives. Évidemment, dans le qualitatif, on va procéder sur un échantillonnage restreint. Notre but, c'est de faire émerger des discours, ou en tout cas des données extrêmement denses, extrêmement prolifiques, extrêmement nourries, très détaillées, comportant moultes indications. Donc c'est des données qui sont très lourdes, les entretiens durant de 45 minutes à 1h30, et vous imaginez bien qu'on ne va pas faire 1h30 d'entretien sur un échantillon représentatif de 1000 personnes. Vous imaginez le coût de l'étude avec les chargés d'études et ensuite les temps d'analyse, rien que pour retranscrire, ou même si vous avez un logiciel, mais ils ne sont pas tout à fait au point. Bref, ça serait impensable. Donc d'ordinaire, on se cantonne de 10 à 80 personnes maximum. En fait, c'est pas tant gênant, c'est même suffisant, car le but du quali, c'est de cerner une certaine variété de motivations, d'attitudes, etc. Ça nécessite évidemment des profils variés. Interroger que des personnes qui se ressemblent, c'est contre-productif. Mais ça n'a pas besoin d'être représentatif d'une population globale au sens statistique du terme. Ça a besoin de variété, d'une certaine représentativité des différents courants d'opinion qui peuvent, par exemple, parcourir la société française ou parcourir des avis s'agissant d'un produit ou un service, mais en aucun cas de prétendre à une représentativité statistique. Ensuite, le chargé d'études, il interprète l'ensemble des informations dans un souci constant d'objectivité. Vous inquiétez pas, on fera un TD là-dessus, on ira assez loin, ça sera bien sympa, c'est celui que vous aurez avec moi.
C'est vraiment ma partie préférée, au cas où vous l'auriez pas compris. Mais pour, ah bah, je suis désolé, moi je suis passionné par ça, hein. Je comprends que vous, ça vous passe au-dessus de la tête, franchement. En plus, c'est une matière technique, mais moi j'adore. Et donc, on verra qu'il y a plusieurs interprétations différentes qui sont souvent confrontées afin d'éliminer les risques de subjectivité. Il y a différentes techniques d'y parvenir. On verra qu'il y a des codages axial, sélectifs, etc. Je ne sais pas si on devrait dire axiaux. Enfin bon, bref, on peut procéder à du codage axial, sélectif, par liaison clé. Vous verrez, donc c'est des méthodologies qui ont été testées, qui ont été prouvées empiriquement et qui sont utilisées à ces fins et qui permettent à minima d'objectiver un minimum les données, même si que ce soit le quali ou le quanti, on n'a jamais une objectivité qui est parfaite. C'est impossible, c'est impensable, puisque nous sommes des humains qui analysons des humains. Donc il y a deux grands types d'entretiens. On distingue, je vous l'ai dit, les entretiens individuels, ce qu'on verra aujourd'hui, et les entretiens de groupe. Les entretiens individuels, on peut les classer en trois sous-catégories, que sont les entretiens non directifs, les entretiens semi-directifs et les entretiens directifs. Alors les méthodes d'entretien individuel, alors évidemment, idéalement, l'entretien se déroule en face à face, hein. On va voir son interviewé. Le but, en fait, c'est de faciliter l'acquisition de données qui sont multiples. Et outre la parole, on fera attention à bien d'autres choses, j'y reviendrai, mais on va faire attention au non-verbal. On peut, par exemple, noter des sourires, des rires, de la transpiration, des hésitations. Les hésitations, notamment, sont très marquées au sens où une personne qui vous répond très spontanément sur une question, ça indique qu'elle avait déjà une réponse toute faite dans sa tête. Une personne qui va marquer un blanc de 10 secondes, c'est énorme, un blanc de 10 secondes. Imaginez au téléphone, vous êtes avec quelqu'un, pendant 10 secondes, il ne parle pas, c'est très long. Vous dites, le mec est mort, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, ça dénote, par exemple, une hésitation aussi longue, le fait que la personne est en train de réfléchir à ce qu'elle va vous dire. Donc, qu'elle ne se permet pas, si elle avait déjà une réponse préconstruite, de vous la livrer telle qu'elle. Hashtag langue de bois. Ou hashtag volonté de cacher une information. Ou alors, qu'elle n'avait jamais réfléchi à la question et qu'elle est en train de vous livrer le fruit de sa première réflexion vu qu'elle s'était jamais posé la question en ces termes. Je ne sais pas quelle est la définition du libéralisme. Alors certains répondent sur le champ politique, d'autres sur le champ économique. Ils sont bien distincts, d'autres l'assimilent au libertarisme, bref. Et donc l'intervieweur peut dans ce cas-là rebondir en précisant « Oui, moi je m'intéressais à la définition économique du libéralisme, la connaissez-vous » Et là, vous voyez, typiquement, c'est le genre de question où une personne pourrait marquer un temps d'arrêt en mode... Ou par exemple, sur un produit, d'autres manières de l'utiliser. Je sais pas, vous utilisez YouTube, oui, pour regarder des vidéos. Est-ce que vous avez déjà songé à d'autres modes d'utilisation? Je sais pas, j'y avais jamais pensé. Bref, vous voyez, sur les pratiques, ça peut être extrêmement large, on pourrait se donner plein de choses. Et donc, il est très utile, en l'occurrence, de procéder en face à face. Déjà aussi parce qu'il y a une forme de chaleur humaine dans ce type d'échange qui ne se retrouve pas dans des entretiens vidéo, etc., qui sont beaucoup plus formels, droit au but, et où ce manque de chaleur, ce manque de proximité dans la relation interpersonnelle, en fait, va avoir tendance à minimiser la qualité du discours et surtout la quantité du discours produit par les interlocuteurs. Ça a été attesté dans de nombreux champs, psychologie, sociologie, marketing, ressources humaines. Là, par exemple, il y a plusieurs études qui ont été faites pendant le confinement et globalement, la durée des entretiens avec des guides d'entretien qui étaient utilisés auparavant baisse. Pourquoi? Simplement parce que c'est numérique et que numériquement, on développe moins d'empathie envers son interlocuteur et donc on prend un peu moins de temps et de soins, et ça c'est inconscient, hein, à répondre à ces questions. Donc vous voyez, même le médium peut tout changer. Donc en ce sens, on peut dire que les conditions de l'entretien, elles ne doivent être aucunement occultées. Le lieu, la tenue de l'intervieweur, les positions des protagonistes, les modalités d'introduction de l'intervieweur, etc. On doit penser à tout, logiquement, quand on procède de la sorte. Imaginez, vous voulez travailler sur des produits hard discount, d'accord, des produits pas chers, et puis vous arrivez en costume Giorgio Armani et vous allez parler à votre cible. Donc du coup, je vais être médisant en disant ça, mais ça va être Bernard et ses patates de la Cambrousse ou un banlieusard ou que sais-je. En tout cas, des profils malgré tout sociodémographiquement, socio-économiquement qui sont populaires. Désolé si au passage j'ai véhiculé des stéréotypes, c'était pas mon intention.
Loin de moi l'idée de stigmatiser les deux catégories de personnes que j'ai nommées. De toute façon, on est toujours le compte de quelqu'un d'autre. Donc, mettons que peut-être pour ce mec en costard Giorgio Armani, il pourrait me prendre moi, vous voyez, par exemple. Donc voilà. Mais en tout cas, ça va créer une rupture directe, par exemple. Il arrive, il se gare avec son SUV à 400 000 boulasses, quand l'autre, le prix de sa maison, c'est 100 000 boulasses. Bon, bah, vous comprenez bien que forcément, il y a une cassure en termes d'image qui se fait. Et tout de suite, ce clivage va venir limiter en fait la capacité à produire des données et à libérer la parole de notre interviewé. Donc c'est qu'un exemple, on pourrait s'en donner 10 000 sortes de détails, on ne peut jamais penser à tout en la matière, mais il est extrêmement important d'y penser. Un autre élément, par exemple, moi en ce moment je travaille sur, je crois que Claudel Caïm s'en servira comme exemple dans les TD, s'il reprend ceux que j'avais fait les années précédentes. Je travaille en ce moment sur le concept de marque, et le concept plus spécifiquement de marque employeur, donc un bon concept marketing, et comment c'est appliqué aux ressources humaines. Et donc je travaille avec les forces armées françaises. Donc par exemple, avec l'armée de l'air, on étudie les attributs perçus, qu'ils soient instrumentaux ou symboliques, bon peu importe les cadres conceptuels, mais on étudie les attributs perçus de la marque employeur de l'armée de l'air. Donc pour des candidats potentiels, qu'est-ce que ça évoque, pourquoi, etc. Donc là, vous voyez, typiquement, c'est du qualitatif. Et puis, pour des personnes qui sont en poste, comment ils perçoivent leur employeur en termes de marque, d'image, de marque de leur employeur. Est-ce qu'ils sont satisfaits de travailler pour lui? Quels attributs il lui porte? Virilité, familiarité, hiérarchie, etc., etc., etc. Et pourquoi? Toujours pourquoi, hein, comme un enfant de 8 ans. Et donc, du coup, dans le cadre de ce travail, je rencontre évidemment des militaires du rang, donc des bas gradés, si vous préférez. Je rencontre des sous-officiers et des officiers. Quand je vais voir des militaires du rang, vous pensez bien que je ne me présente pas en disant que je suis missionné par la DRHMD, donc c'est la direction des ressources humaines rattachée à l'état-major, si vous préférez. Donc ça fait vachement pompeux, huileux, ça fait un peu le Parisien qui descend en province parler au troufion de base. C'est pas une bonne introduction, donc je me présente en fait tout simplement comme, évidemment, un chargé d'études qui est juste ici pour récupérer son discours et donc qui s'intéresse à la manière dont il vit sa condition militaire, que c'est anonyme et que comme je pourrais m'intéresser au travail de plein de gens, comme celui par exemple de chargé d'études, je m'intéresse à lui, la perception qu'il a de son employeur et comment il vit son travail. Voyez. Par contre, quand je vais rencontrer des officiers pour le même travail, notamment des cadres supérieurs, donc à partir du grade de colonel par exemple, là vous voyez, il y a, comment dire ça très poliment et diplomatiquement. Disons que l'uniforme et notamment les épaulettes qui l'ornent font jouir l'interlocuteur d'un certain prestige associé à la vie de l'institution et que là, par exemple, j'ai tendance à me présenter sous mes titres universitaires pour me donner en fait une forme de contenance et pas passer pour, le dire très trivialement, un gros blaireau à ses yeux. Et donc pour être pris en considération et que je vaille la peine que on prenne du temps pour moi et qu'on m'explique ce qu'on pense sur les sujets qui m'intéressent en termes d'enquête. Voilà. C'est des exemples comme il pourrait y en avoir tant d'autres. Décidément, les voilà. Ça m'énerve, parce que je me suis écouté 2-3 fois, je l'ai dit tout le temps. Bon, bref, vous en foutez, je sais, mais ça m'énerve de les dire. Putain, si je pouvais, il y avait l'un d'entre vous pour me caler une claque à chaque fois que je dis un voilà, franchement, je pourrais plus parler. Donc, c'est des exemples pour dire qu'il faut penser aux détails qui encadrent l'enquête ou les questions. Alors évidemment, de préférence, on enregistre de façon à pouvoir retranscrire intégralement les propos qui seront tenus durant l'enquête. Donc on doit noter absolument tous les détails, je vous en parlais tout à l'heure, qui peuvent étayer la phase d'analyse future. Donc les silences, les joues roses, les états d'énervement, les rires. On peut recourir à la programmation neurolinguistique, donc pour des gens formés à cet effet, je ne peux pas trop vous en parler, je sais que c'est utilisé par certains, c'est décrié par d'autres d'ailleurs. Ça emporte une validité qui fait encore l'objet de débats. Mais en gros, c'est le principe selon lequel on aurait des mimiques, faciales notamment, qui témoignent, qui peuvent être fléchées vers des états d'énervement, du stress, une hésitation, un mensonge. Par exemple, le détecteur de mensonges est issu d'une forme de programmation neurolinguistique. Donc, par exemple, lire le faciès du visage, l'état de sudation, les haussements de sourcils, une petite trace à la commissure des lèvres, et associé évidemment à des variables physiologiques telles que le rythme du cœur, la pression sanguine, etc., etc., etc. Bon, normalement, on ne fait pas ça en entretien. Je ne vais pas vous mettre un capteur et vous faire un encéphalogramme, mais bon.
Quoique, en neuromarketing, ça arrive. Et donc, en gros, quand on croise toutes ces données, le discours, le contexte et tous ces détails qui viennent étayer potentiellement la phase d'analyse, c'est ce qui nous permet de procéder à une analyse de contenu. Et d'en tirer des informations qui sont vraiment utiles à l'objet de recherche qu'on s'est fixé. Enfin, je vous l'ai dit plusieurs fois, un entretien dure généralement de 45 minutes à 1h30. Bon, c'est une fourchette indicative, mais il est difficile de faire vraiment moins d'une demi-heure, par exemple, et même de 45 minutes. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, le qualitatif repose sur des données larges, amples. On veut des discours fleuves. Quand on questionne le pourquoi d'une personne, il faut souvent pas s'arrêter à sa première réponse. Est-ce que vous vous sentez bien au travail? Oui. Vous vous arrêtez là? C'est pas la peine de faire du quali là. Mais pourquoi vous vous sentez bien? Bah, je sais pas, j'aime y aller. Mais pourquoi vous aimez y aller? Bon, j'aime y aller parce qu'il est agréable. Qu'est-ce que vous trouvez agréable dans votre travail? J'aime les tâches que je réalise. Vous pouvez me décrire ces tâches? Alors là, je force le trait. Normalement, un interlocuteur, il va quand même vous détailler un peu plus ça, s'il n'est pas de trop mauvaise humeur, ou alors sinon, clairement, ça veut dire que vous avez mal échantillonné, vous avez pris un sujet qui n'a pas envie de répondre à votre enquête. C'est encore autre chose. Mais voilà, vous voyez, on peut à chaque fois relancer. Donc, sur les propos même de l'interlocuteur, on va y venir aux relances. Et c'est une manière de fonctionner. Et on veut toutes ces informations, et c'est pour ça qu'on préconise au moins 45 minutes. Alors là, drapeau rouge, deuxième drapeau rouge, question ouverte, question fermée. Ça permet aussi beaucoup de discriminer le qualitatif du quantitatif. Donc, on va distinguer deux grands types de questions. Une question ouverte, c'est une question pour laquelle il n'y a pas de réponse préétablie proposée au répondant. Il est entièrement libre de sa réponse. Une question fermée, à l'inverse, est une question, le plus souvent d'un questionnaire, pour laquelle la personne interrogée se voit proposer un choix parmi des réponses préétablies. Alors évidemment, une question fermée, elle peut être quand même à choix unique ou à choix multiple. Elle peut être à modalité binomiale ou multinomiale. Donc, ce que je veux dire par là, choix unique, choix multiple. Vous pouvez répondre en 5 points. Type Likert classique, de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord, en 5 points avec un point neutre. Bon bah, le choix unique, ça serait vous pouvez répondre qu'une chose. Et le choix multiple, ça serait plusieurs choses. Par exemple, pour les attributs que vous préférez pour un ordinateur ou pour une chaise de bureau. Bon, bah, la chaise de bureau, il faut qu'elle soit confortable, il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle soit esthétique, il faut qu'elle soit pas chère, il faut qu'elle soit... Un choix unique, vous avez droit qu'à une réponse, choix multiple, vous aurez compris. Et enfin, binomial et multimodal potentiellement dans les modalités de réponse, c'est tout simplement le nombre d'items en gros que vous prévoyez pour pouvoir répondre. Donc par exemple, une échelle de Likert en 5 points, il y en a 5, c'est en 5 points. Mais il y a aussi des questions qu'on appelle dichotomiques ou nominales. Par exemple, c'est vous êtes un homme, vous êtes une femme. Bah, je suis un homme, je suis une femme. A priori, tu réponds soit l'un, soit l'autre. Mais bon, il n'y a pas trop à tortiller des fesses, quoi. Donc voilà, là on est typiquement dans un choix uniquement dual. Voilà. Et donc pour revenir sur... Oh, c'est voilà, bordel de... Donc, pour revenir sur les questions ouvertes, pardon. J'ai perdu le fil en râlant contre moi-même. Franchement, la vieillesse, c'est chaud, quoi. Être sénile à 30 ans, c'est pas cool. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est important en plus. Attendez, désolé, hein. Petit blanc, c'est ridicule, mais il faut que je retrouve. Ah oui, je voulais vous donner un exemple, une différence entre question ouverte et question fermée. Une question ouverte, typiquement, c'est... une question, on va laisser les modalités libres de réponse. Qu'est-ce que vous appréciez dans votre travail? Là, vous prévoyez aucun élément de réponse, pour reprendre l'exemple qu'on se donnait précédemment. C'est au répondant de créer lui-même les modalités de sa réponse. Une question fermée qui porterait exactement sur la même chose, ça serait « Qu'est-ce que vous préférez dans votre travail parmi les choix suivants ?» Ou tout simplement 2 points, et là vous mettez les tâches, les collègues, l'ambiance, les horaires, la flexibilité, l'autonomie à votre disposition, etc., etc., etc. Mais là, vous voyez, typiquement, quand on choisit ces modalités de réponse, on les prévoit, elles sont limitées. Et donc, du coup, elles enferment le répondant. Même si vous laissez une catégorie autre. La catégorie autre, souvent, la personne doit répondre de manière manuscrite. Et c'est un gros défaut dans le quantitatif qui va à l'encontre du principe quantitatif. Pourquoi? Parce que quand vous avez 1000 questionnaires à traiter, en général, c'est la machine qui le fait. Et ensuite, qui fait des calculs. Sinon, ça coûterait trop cher, ça prendrait trop de temps. Donc, la petite case autre, elle est mignonne, mais si vous l'utilisez à tout bout de champ, en fait, ça revient presque à faire du quali. Et donc, ça tue l'intérêt de votre quanti, parce que vous ne pouvez plus en faire un traitement automatisé. Donc, bref, c'est loin d'être l'idéal à cet égard. Et enfin,
Dernier élément, même si vous laissez la petite case autre et outre les défauts que je viens de vous citer, la case autre, pardon, les modalités de réponse qui précèdent, souvent, je vous l'ai dit, on est un peu feignant, vous répondez au questionnaire. S'il n'y a pas de modalité de réponse prévue, vous allez quand même réfléchir à ce que vous voulez dire. Bon, qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail? Par contre, si direct, même si on vous met une petite case autre, il y a en haut autonomie, flexibilité, ambiance de travail. Le plus souvent, les individus, on a déjà fait les tests en comparant les deux méthodes et en les soumettant aux mêmes individus à quelques jours d'intervalle, bah, les individus qui sont soumis à des modalités de réponse déjà existantes vont choisir, presque par flemme, dans celles qui existent déjà, au lieu de réfléchir à une réponse qui pourrait être différente, qu'ils produisent par ailleurs quand on teste sous forme ouverte. Voilà. Donc, encore un voilà. Donc la différence entre question ouverte et fermée, si vous ne l'avez pas bien comprise, de même que le schéma de l'homme comme un iceberg, vous venez me demander en cours parce que ça, les questions, la manière d'aborder la chose change chaque année au partiel, mais ça c'est au partiel, c'est obligé, c'est la base. C'est la base de la base. T'as pas compris ça, t'as rien compris au cours. Donc, ça tombera, sous une forme ou sous une autre. Mais si vous retenez pas ça, c'est la catastrophe. Et si vous comprenez pas, faut venir me le dire et je vous explique évidemment. Alors, on va voir les types d'entretien. Je vous l'ai dit, il y a le directif, le semi-directif, le non-directif. L'interview non directive est un entretien ouvert. On laisse libre l'expression et la parole de l'interviewé au maximum. On le laisse développer ses idées, tout simplement en lançant des thèmes très larges, peu nombreux, qui sont fixés au préalable. Donc, par exemple, le vote en France et ses motivations. Ça pourrait être un thème d'entretien. Donc vous allez commencer en mode tu votes. Voilà. Pourquoi? Oui, non, ah bon, t'as voté pour qui? Est-ce que tu votes à toutes les élections? Après, c'est des relances. Vous voyez, en fait, on s'intéresse tout simplement au vote. Et limite, on n'a qu'une seule question centrale, c'est est-ce que vous votez? Oui, non, pourquoi? Et après, c'est que en fait un dialogue qui s'instaure. On cherche ainsi à obtenir des expressions spontanées, par exemple, qui pourraient être utilisées dans des publicités. L'enquêteur ici ne pose pas de questions véritablement préétablies, car il doit laisser la pensée de l'interviewé se dérouler la plus naturellement possible. Par contre, pour faire durer le dialogue, il aide ce dernier à exprimer sa pensée. Alors on peut procéder à des hochements de tête, mais ça c'est l'exemple un peu bébête, hein, c'est la façon psy. Continuez, j'écoute. Et puis surtout, on va essayer de procéder à des relances les plus neutres possibles. Je comprends, je vois, c'est-à-dire rien que des petits mots comme ça soutient le discours de la personne qui est en face. Faut pas qu'elle ait l'impression de parler dans le vide et de pas être écoutée. De la même manière, un peu conformément aux exemples que je vous donnais avec le bien-être, mais ça pourrait être sur plein de choses. On pourrait prendre plein d'autres exemples, mais alors, vous appréciez votre travail? Oui. Mais pourquoi? Bah, j'aime le rythme. Mais en quoi ce rythme, il vous paraît agréable? Bah, parce qu'il me permet d'articuler ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est vraiment important d'articuler les deux. Vous voyez ça à chaque fois, c'est des relances qui collent aux propos qui viennent d'être donnés. C'est pas des réponses qu'on a prévues en amont. C'est parce que la personne nous en parle qu'on rebondit dessus. On l'amène à expliciter son propre propos pour aller toujours s'enfoncer un peu plus loin dans, si je puis dire, hein, évidemment, c'est une image, son inconscient et ses motivations les plus profondes. Voilà, c'est l'idée. Donc c'est en fait ni plus ni moins qu'une forme d'écoute très active de la part de l'enquêteur qui est comparable à certaines techniques de vente où en fait, voilà, quand une personne vous donne un argument, vous le creusez parce qu'il va dans le sens de ce que vous souhaitez savoir. Donc ce type de technique, elle nécessite une formation, je vous l'ai déjà dit. Le risque est très grand d'influencer l'enquêté. Faire des relances neutres et poser des questions qui sont très neutres et qui ne cadrent pas ou qui ne font pas aller dans une direction plutôt qu'une autre le discours d'un interviewé, en vrai, c'est quasiment impossible. Et c'est tout le problème parce que si l'enquêté est influencé par l'enquêteur, on dispose plus de son point de vue, mais d'un reflet plus ou moins global, plus ou moins grand de la pensée de l'enquêteur. Reprenons le vote. Quelqu'un vous demandez, tu votes pas? Non, je vote pas. L'enquêteur le plus neutre possible va demander pourquoi. Pourquoi tu votes pas? Imaginez si, par contre, on a un enquêteur qui est très attaché au vote, qui considère que voilà, il y a des Français un jour qui se sont battus, qui sont morts pour ça. Donc, oh là là, le poids de l'histoire qui nous étoufferait presque. Et donc, il se sent mu d'une vision missionnariste de la société et il veut que tout le monde vote. Et donc, au lieu de relancer en demandant pourquoi, il dit « Tu trouves pas que c'est grave de pas voter ?» Ben là, vous voyez, vous influencez typiquement le discours de la personne. Au lieu de l'amener à expliciter pourquoi elle ne vote pas,
vous l'amenez sur le terrain de la gravité du fait de ne pas voter. Vous en aurait-elle parlé auparavant? Non. La seule chose qu'elle avait accepté de vous dire, c'était qu'elle ne votait pas. Et à la rigueur, vous rebondissiez à la base en demandant pourquoi. Par contre, l'amener sur le terrain de la gravité du non-vote, elle n'en aurait peut-être jamais parlé. La seule chose qu'elle a dite, c'est qu'elle ne votait pas. À la rigueur, faites-le développer ce propos. Elle n'a jamais dit qu'elle trouvait ça grave de ne pas voter. Imaginez si ensuite, dans le cas où on pose la question « et c'est grave de ne pas voter ?», vous faites toute une analyse où il se dit « bah oui, dans l'absolu, c'est grave, etc. » Derrière, vous pourriez produire une analyse en disant que le type il a une dissonance cognitive parce qu'il est parfaitement conscient du fait que pas voter, c'est extrêmement grave et pourtant il ne le fait pas quand même, ce qui relève presque, ce qui confine à la bêtise. Mais c'est aucunement ce qu'il aurait souhaité développer et la manière dont il articule sa pensée. C'est vous qui l'avez amené sur ce terrain et qui mettez ensuite les choses en perspective de cette façon, alors que c'est vous qui l'avez amené à faire cette association. Vous voyez la différence fondamentale? Je sais, c'est nuancé, hein. C'est très ténu. Je vous l'ai dit, c'est très compliqué comme technique d'enquête. Mais en même temps, du coup, c'est tellement riche et tellement passionnant. Enfin bon, ça c'est mon avis. Le fait que ce soit riche, c'est pas juste mon avis. Passionnant, c'est mon avis. Bref. En outre, hein, pour finir, outre l'influence qu'on peut exercer, et qui est très dure à éviter, le début de l'entretien, en général, elle sert de mise en route, en fait. On met en confiance. Et ça présente peu d'intérêt d'un point de vue analytique. Au début, on va demander tout simplement les questions un peu de routine. Vous travaillez où? Vous avez quel âge? Vous habitez où? Le but, c'est de mettre en conscience, et c'est important de le faire, de voir que l'autre, votre interviewé, il sait répondre à vos questions, il est tout à fait capable, que vous avez une attitude bienveillante, qui va pas se faire casser s'il dit une connerie, que vous voulez juste son avis. Et de la sorte, ces petites questions, elles mettent en jambe et elles facilitent ensuite l'expression d'un discours beaucoup plus nourri. Alors évidemment, le principal intérêt de cette méthode, c'est de faire émerger des dimensions, des questionnements qui seront ultérieurement et pertinemment posés dans des phases plus quantitatives des recherches commerciales. Pour autant, son inconvénient majeur réside dans la durée nécessaire à la tenue de ce type d'entretien. On a énormément d'informations et donc les traiter, déjà le temps nécessaire d'entretien et ensuite leur traitement, c'est extrêmement coûteux puisque ça coûte des hommes et que ça peut très peu être fait par ordinateur. Donc ça explique aussi potentiellement leur succès. Donc vous voyez, la dualité, là, elle est très très présente sur ces techniques. L'interview semi-directive. Alors, contrairement au canon directif, ici on a quand même une intervention de la part de l'enquêteur qui va vraiment structurer le propos, le discours de l'interviewé autour de thèmes de réflexion qu'il impose. Donc là, il peut y avoir 4, 5 thèmes. Ça reste assez lâche. Le but, c'est quand même de laisser parler l'intervieweur. Mais on va se permettre potentiellement de recadrer. On n'intervient pas sur le fond de l'interview, mais sur l'organisation de son contenu. Et quand on considère qu'on a assez parlé d'un point, on passe au suivant. Même si l'interviewé voulait continuer de parler d'autre chose, ou que vous auriez pu le relancer sur autre chose. Donc c'est vraiment une nuance assez ténue avec le non directif, mais en général qui est fixée par le contenu du guide d'entretien, qui est centré autour de plusieurs termes. Alors il s'agit toujours de laisser évidemment toute la place possible au discours de l'interviewé, on encourage à l'expression, mais on recadre au besoin sur les thèmes fixés. Alors ici, évidemment, aussi, on trouve des relances ou des interventions de l'intervieweur. Est-ce qu'on peut en revenir au point? Nous en étions à. Donc là, c'est quand les personnes s'éloignent un petit peu d'un thème qui était beaucoup plus précis dans notre objet de recherche, on le ramène dessus. Bon, par exemple, si le gars il vous parlait du vote puis qu'il commence à vous dire que c'est une honte que dans les quartiers ou j'en sais rien, des gens n'aillent pas voter, alors qu'en plus ils perçoivent l'aide de la France, vous lui dites non mais attendez, moi je m'intéressais à vos motivations au vote, pas à celles des autres. Vous voyez par exemple, dans un non directif on ferait pas ça. Mais aussi des interventions telles que qu'entendez-vous par, que voulez-vous dire, pourriez-vous détailler ce point. Donc là, vous voyez, par contre, on est dans des relances, des formulations classiques, très neutres, qui visent à étayer le propos. Donc en semi-directif, on va trouver aussi bien la première forme que la seconde, donc celle-ci et celle-ci, et celle-ci et celle-ci, donc pardon, ça c'est la première forme, ça c'est la seconde. Dans le non-directif, on va plutôt se cantonner à la deuxième forme. Donc le but, évidemment, c'est de recentrer la discussion sur les thèmes fixés au préalable, tout en favorisant l'expression d'un discours le plus détaillé possible. Alors, on distingue classiquement trois familles de types de relance. Donc ça, c'est pareil, c'est petits drapeaux rouges, quand même intéressant de les connaître. La reformulation résumée. Donc en fait, on résume les dernières phrases de l'interlocuteur. Si je comprends bien ce que vous avez dit, vous m'avez dit que ça, ça et ça. C'est très utile parce que
ça permet de prouver à votre interlocuteur que vous l'écoutez avec attention. Donc, sous-entendu, c'est une invitation à parler d'autant plus que vous lui donnez beaucoup d'attention. Donc, il a envie de s'ouvrir à vous, alors que sinon, hein, il pourrait se dire qu'il parle pour ne rien dire. Deux aussi, ça permet parfois de s'assurer qu'on a bien compris le propos de l'interlocuteur, parce qu'après on fait l'analyse. Et donc du coup, des fois, vous savez aussi l'expression et les mots, ils sont équivoques et non pas univoques. Et donc du coup, ça permet de s'assurer qu'on a donné le même sens aux mêmes mots ou expressions. Voilà, c'est très pratique. Ensuite, la reformulation, déduction. Vous voulez donc dire que... Donc là, c'est dans le cas où on peut potentiellement anticiper. C'est risqué. C'est risqué. Mais c'est quand une personne n'ose pas dire quelque chose, par exemple, parce que c'est pas trop politiquement correct, vous pouvez l'amener de cette façon. Mais là, vous voyez, déjà, on influence un peu le propos, donc c'est à utiliser avec parcimonie. Et enfin, la reformulation écho, alors celle-là, elle est assez drôle, enfin, drôle, moi je trouve ça drôle. On reprend les derniers mots employés par l'interviewé. Donc, bah oui, c'est ça, c'est vraiment une forme d'aliénation, le vote. D'aliénation. Et c'est tout con, hein. C'est tout con, mais je vous jure que ça marche bien quand vous créez un bon cadre d'entretien bien propice. Et souvent, ça relance la personne. Bah ouais, d'aliénation, parce que ta. Voilà, ça suffit, ça suffit. Non, vraiment, en somme, ce produit, il est bien. Il est bien, si bien. Vous voyez? Pouf, et puis là, bah oui, il est si bien parce que, comme je vous ai dit, tac, tac. En plus, ça veut dire que tac, tac, tac. Donc, vous voyez, juste la reformulation écho. En gros, on répète les derniers mots qui ont été dits, et ben c'est reparti pour un tour. Alors, des fois, il y a très peu de nouveautés, mais voilà, selon le typologie de personnes sur lesquelles vous tombez, il y en a d'autres qui vont étayer leur argumentaire. Donc, ils vont aller plus loin dans les détails ou chercher des arguments plus périphériques. Et ça vous donne des données en plus. C'est magnifique. Donc, évidemment, dans une interview semi-directive, on a un guide d'entretien avec les thèmes qu'on doit étudier. On y reviendra. L'ordre des questions, par contre, hein, le but, c'est pas d'être directif, donc il est libre, il est flexible, et ainsi on peut s'adapter au mieux au développement de la pensée de l'interviewé. Par exemple, vous vouliez parler des téléviseurs, puis ensuite des télés connectées, et puis ensuite de la possibilité d'utiliser un ordinateur plutôt qu'une télé. Le mec, vous lui demandez de parler des téléviseurs, il commence, c'est vos 3 thèmes d'entretien. Il commence, et puis tout de suite, il commence à vous dire « Oh bah en même temps, avoir une télé, c'est con, parce que l'ordinateur, gna gna gna. » Ça rejoint tout de suite votre troisième point d'entretien. Bah écoutez, c'est pas grave, faut être flexible. Il se met à en parler, vous le relancez sur le troisième point, sur la dualité ordinateur-télé, puis ensuite vous le ramenez sur le premier point des télés, et potentiellement l'intérêt des télés connectées. Voilà, donc vous suivez pas l'ordre chronologique, c'est pas grave. Le but, c'est de calquer au discours des personnes. Donc le guide, pour autant, c'est quand même un garde-fou qui est destiné à s'assurer qu'aucun thème prévu n'est occulté, n'est oublié durant l'entretien. Et enfin, ici encore, on porte une grande attention au non-verbal, les silences, les émotions. Ça doit apparaître dans la retranscription, ça recoupe totalement ce qu'on s'est dit sur l'entretien non directif, je vous y renvoie. Donc évidemment, qu'on soit dans du directif ou du non-directif, on doit procéder à des interviews dont le climat est détendu, hein, faut se détendre la nouille. Faut favoriser le développement, parce que ça permet de favoriser le développement de la pensée de l'interlocuteur, tout simplement. Hein, on voit globalement que la collecte d'informations, les données qui sont produites, elles sont plus riches quand on cible des thèmes dans un guide d'entretien, plutôt que quand tout simplement on procède à des mesures quantitatives très fixes. Et donc, globalement, à mi-chemin entre le non-directif et le directif, globalement, le semi-directif est le plus utilisé en ERC, hein, parce qu'il est à mi-chemin dans les avantages et les inconvénients des deux autres formes d'entretien. L'interview directive, je m'appesantirai très peu dessus parce qu'elle n'est pas tant intéressante. Elle est constituée d'un ensemble de questions ouvertes qui sont posées à l'interlocuteur avec un ordre qui a tendance à difficilement être modulable puisque souvent les questions sont enchâssées les unes dans les autres, c'est-à-dire qu'elles ont des connexions logiques et si on n'en respecte pas l'ordre, on perd la logique de l'entretien. Cette technique, elle présente donc un guide d'entretien qui se rapproche beaucoup du questionnaire. Pour autant, il n'y a que des questions ouvertes, donc on est vraiment à mi-chemin entre le quali et le quanti, là, c'est un peu spécial. Et de fait, vu qu'elle est à mi-chemin, en général, elle n'est pas trop utilisée parce qu'elle ne permet pas d'avoir des réponses aussi détaillées et donc des données aussi foisonnantes qu'avec du quali traditionnel, donc du non-directif et semi-directif. Et en fait, elle ne peut pas être
produite sur un échantillon aussi large que du quanti avec des traitements automatisés. Donc en fait, elle a un peu trop de désavantages des deux grands idéotypes des techniques et pour cette raison, elle est concrètement souvent abandonnée. Les seules fois où elle peut être vraiment utilisée, c'est quand on a fait du quanti qui imaginait déjà du quali. Donc par exemple, on a fait une enquête sur les motivations à aller dans l'espace, par exemple pour du tourisme spatial. Ensuite, on l'a étendu dans une phase quanti. Là, on a eu quelques réponses étonnantes et du coup, on veut vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur dans notre phase qualitative. Et là, dans ce cas-là, par exemple, on peut faire des interviews directives avec vraiment centrées sur les problématiques, les observations trop originales, extrêmes qu'on a pu avoir d'un point de vue quanti. Et là, vous voyez, typiquement, on peut aller l'explorer via des interviews directives pour gagner du temps. Mais c'est vraiment des cas rares. Voilà. Elle est surtout utile pour analyser l'évolution des perceptions d'un groupe d'individus sans enfermer les interviewés dans des réponses prévues par l'enquêteur. C'est un peu les systèmes de baromètre très ouverts. Donc ça, c'est un deuxième cas de figure où on va utiliser interview directive, même si c'est assez rare. En général, on fait du quanti quand même, globalement. Et donc, en général, les entretiens individuels sont souvent complétés par des entretiens ou réunions de groupe. Donc, il est d'usage dans le qualitatif de procéder à des interviews sur les mêmes personnes à la fois individuellement et en groupe. On verra que c'est deux logiques très différentes. Vous mènerez un focus group ou un travail de groupe nominal, les TGN avec Monsieur Elkaïm. Avec moi, on fera les entretiens individuels. Vous verrez bien la différence entre les deux. Puis il y a des effets de leader, de prise de parole qui influencent le reste du groupe qu'il n'y a pas en entretien individuel. Et en même temps, en groupe, on a vraiment une émulation collective qui nourrit encore plus le débat. D'où le fait que souvent on cumule les deux méthodes. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois où nous verrons les entretiens de groupe. À bientôt!